Oui, alors je vais faire un petit exposé dans lequel je vais aborder trois problèmes. Le rapport entre l'art et la civilisation, l'état de la situation de ce problème aujourd'hui et la cause du phénomène que j'aurais dégagé, à savoir la substitution du non-art à l'art. Alors, l'art est la principale composante de la civilisation, celle qui lui confère sa physionomie, son air de famille. L'histoire de l'art est l'histoire d'une tradition, d'une voie propre à chaque civilisation. Ces traditions ne se mélangent pas. Ce n'est pas le cas de la technique et de la science, qui appartiennent d'emblée à l'universel, si bien que sauf dans leur mode d'exposition, elles n'ont rien qui s'attache à une particularité quelconque. Et les peuples n'ont pas le sentiment qu'ils trahissent en quoi que ce soit leur vision du monde et leur système de valeurs, en empruntant une technique à leurs voisins. Par contre, en matière d'art, les emprunts ne sont intégrés, et encore partiellement, que moyennant une acclimatation drastique. Donc, le nœud de la civilisation, c'est l'art. Et quand l'art disparaît, c'est la civilisation elle-même qui est vraiment très mal en point. Or, de ce point de vue, ce qui est celui de l'art, notre époque a des caractéristiques sans précédent. Depuis un siècle, nous assistons à une entreprise de destruction méthodique de l'art et donc de la civilisation. L'arme fatale utilisée pour obtenir ce résultat, c'est la substitution du non-art à l'art. Alors, affirmer cela suppose qu'on sache quelle est la signification des termes employés. C'est pour ça que je vais précisément donner la définition de ces termes. Les œuvres d'art sont le résultat d'une activité productrice de formes signifiantes et prégnantes, source de l'expérience sui generis qu'on nomme plaisir ou émotion esthétique. Le non-art, c'est le contraire. On n'y décèle aucune activité productrice de forme, et si forme il y a fruit du hasard, nous n'en retirons aucune émotion esthétique. Le résultat est que les musées d'art contemporain proposent à l'admiration du public, je vais vous donner une série d'exemples de ce que justement est le non-art. Donc, on expose à l'admiration du public un tas de charbon, un canot automobile, un requin dans du formol, un baril plein d'huile, un frigo blanc peint en blanc surmonté de gros cailloux. Le reste à l'avenant. La liste de ce type d'objets pourrait se prolonger à l'infini, précisément parce qu'elle rassemble des objets quelconques. Il n'y a pas lieu de les approuver ou de les critiquer. Je ne dirais pas que je suis contre l'art contemporain, je constate simplement que ils ne sont pas justiciables, ces objets-là ne sont pas justiciables de jugement esthétique. Ils ne sont ni réussis ni ratés en tant qu'œuvres d'art, parce que ontologiquement, ils n'appartiennent pas à la catégorie des œuvres d'art. Qu'il en soit ainsi, tout visiteur d'un musée de non-art contemporain le sait. Pourtant, cette mystification perdure, et le monde qui gravite autour de cette mystification, justement, ne s'écroule pas. Ce qui l'empêche de tout simplement de s'écrouler, c'est tout simplement le pouvoir et la violence nue qui se profilent derrière lui.
Gladius potentiae custos, le glaive est le gardien du pouvoir. Un exemple, la directrice du FRAC Lorrain, FRAC c'est le Fonds d'art contemporain Régional. Voilà, Front régional d'art contemporain. Alors cette directrice du FRAC Lorrain déclare, selon Nicole Esterol, dans son livre La bouffonnerie de l'art contemporain, j'ai acquis, ça veut dire elle avec notre argent. J'ai acquis une œuvre immatérielle, donc du vent, car cela m'amuse de souligner que le capitalisme est capable d'acheter tout et n'importe quoi. Notre prétendue démocratie se dévoile ainsi comme étant le règne de l'arbitraire le plus cynique. L'État tient à ce que le bon peuple le sache, afin qu'il désespère d'y rien changer. Que les dominés se sentent impuissants est nécessaire à la reproduction du système. C'est pourquoi les dominants élèvent à la dignité d'art ce qui en est le plus éloigné, à l'instar de Caligula, nommant consul son cheval. Ce n'est pas non plus très différent que de nommer mariage ce qui en est la mascarade. La situation est plus grave en France parce que l'État y intervient davantage, mais le phénomène est mondial. Il offre à la superclasse un terrain de jeu spéculatif et des lieux de reconnaissance mutuelle, outre qu'il correspond à ses intérêts d'ensemble. La finance globalisée tient à lubrifier les rouages de l'économie et à éliminer les frictions qui pourraient gripper les flux internationaux de capitaux, de main-d'œuvre, d'informations. Elle favorise donc une idéologie cosmopolite, répudiant tout enracinement national et prônant l'irreligion, le relativisme des valeurs, voire le nihilisme le plus extrême. Tout cela au nom d'une fausse idée de l'universalisme qui en fait l'oppose au particularisme. N'est-il pas clair que rien n'est plus universel que le rien? Ces cuistres n'ont pas lu Hegel, pour qui l'universel se donne dans le particulier. La civilisation et l'art, sa composante principale, ne peuvent être compris en dehors de leur lien dialectique avec la religion, qui en est le ressort et en fournit les contenus les plus élevés. Le désert croît, disait Nietzsche. Mais qui a empoisonné les eaux vives qui l'irriguaient autrefois? La société française n'est pas monolithique. Elle est traversée par des contradictions qui trouvent moyen de s'exprimer. Comment s'expliquer alors que le non-art contemporain ait le monopole de la visibilité, qu'il ne reste aux dissidents que des sortes de samizdates? Cette unanimité médiatique en dit long sur le caractère illusoire de notre liberté. La réponse à notre question, à savoir comment s'explique cette unanimité médiatique, la réponse à cette question se trouve dans les liens d'interdépendance entre la haute finance, les médias et le pouvoir. Les méga-collectionneurs tiennent les médias soit en tant que patrons, soit par leur campagne publicitaire. Les politiciens dépendent des uns et des autres pour leur financement et pour leur image, qui conditionnent leur réélection, comme on l'a vu en Angleterre lors de l'affaire Murdoch.